Bonjour tout le monde, bienvenue à Motivation et Émotion, PSF 342. On continue dans la biologie de l'émotion et de la motivation. Donc on a parlé d'un paquet de trucs dans le cadre des dernières capsules qui portaient précisément sur ce thème. Et maintenant, ce que je voulais faire, c'est essayer d'englober tout ça pour essayer d'expliquer un phénomène particulier qui est l'agressivité. OK? Parce que, évidemment, chaque réponse émotionnelle, chaque réponse motivationnelle aura peut-être, comment dire, on aura des choses différentes à dire sur ces différentes réponses-là au niveau biologique. OK? Et donc, comme je vous ai dit, arrêtons de penser que les choses sont simples. C'est complexe, c'est beau, c'est compliqué et ça dépend spécifiquement de ce dont on veut parler. Et donc, pour faire une genre de petite démonstration de ça, je vais choisir ce qu'on pourrait appeler une genre de réponse émotivo-motivationnelle qui combine des émotions, du moins un aspect affectif et un aspect motivationnel, qui est l'agressivité. En effet, être agressif, il y a une grande composante émotionnelle à ça, okay? Mais il y a aussi une grande composante motivationnelle à ça. Et ce que je veux faire maintenant, c'est essayer de faire un retour global sur tout ce qu'on a dit, plus un petit peu plus de précision dans certains cas, pour aller voir l'agressivité au niveau biologique du niveau le plus large. Donc, par exemple, quelles sont certaines des structures impliquées au niveau du cerveau, donc ça c'est le niveau le plus large, qui contribuent à l'agressivité, jusqu'à descendre à un niveau le plus petit possible qui fait du sens dans ce cas-ci, qui est au niveau génétique, par exemple. Okay? Mais avant, posons-nous quelques questions sur l'agressivité elle-même. Donc, l'agressivité est une réponse... disons, un patron de comportement très spécifique qui implique des choses très spécifiques comme un contact physique avec l'autre, un contact physique souvent dans le but de blesser ou de repousser l'autre, etc. Et ça semble, ce patron physique-là, être présent un peu partout dans la nature. Ça semble être une stratégie qui a évolué chez plein d'espèces différentes, incluant les Homo sapiens comme nous, mais plein d'autres espèces aussi. On voit ici un exemple de l'agressivité chez des chimpanzés. Et de l'agressivité, écoutez, ça serait bien difficile pour moi de nommer une espèce animale qui n'a pas une réaction agressive à quelque chose. Donc, ça semble être vraiment fondamental à la vie d'une certaine manière. Mais d'abord, quelques comparaisons avec le monde animal non humain. OK? Donc, quelles sont certaines comparaisons à faire entre l'agressivité chez Homo sapiens et l'agressivité chez d'autres animaux qui ne sont pas Homo sapiens? Okay? Ben, premièrement, chose à noter, nous ne sommes pas le seul animal, nous, les Homo sapiens, ne sommes pas le seul animal qui utilise l'agressivité pour tuer. Okay? On voit ça très souvent chez, par exemple, des chimpanzés qui sont très proches de nous au point de vue évolutionnel, mais d'autres espèces aussi. Nous ne sommes pas le seul animal qui utilise l'agressivité pour commettre l'infanticide, malheureusement, et pour tuer des enfants ou des petits de notre espèce. On voit ça chez plein d'espèces, entre autres, je crois, chez les lions, où on voit beaucoup d'infanticides avec de l'agressivité. Nous ne sommes pas le seul animal qui utilise la violence de manière socialement organisée, ce qui veut dire que on se met en groupe puis on est violent en groupe contre un autre groupe, par exemple. On voit beaucoup de ça chez les chimpanzés, où les chimpanzés vont faire des bandes de quelques individus et ils vont patrouiller le territoire, et s'ils retrouvent un individu qui ne fait pas partie du groupe alentour de ce territoire-ci, ils le déchirent littéralement. Là, donc on a ici de la violence socialement organisée chez les chimpanzés. Donc c'est pas unique à l'être humain, ça. Okay? On n'est pas le seul animal non plus qui utilise le concept de hiérarchie sociale pour contrôler l'agressivité. Okay? On retrouve ça chez plein d'espèces de primates, entre autres.
qu'il y a une hiérarchie sociale dans le groupe et que seuls certains individus peuvent être agressifs envers certains autres individus. Tu ne peux pas être agressif envers un individu plus haut que toi dans la hiérarchie, mais les individus plus hauts que toi dans la hiérarchie peuvent être agressifs envers toi. OK? Je ne dis pas que c'est mal ou bien, là, ça. Là. Je dis que nous ne sommes pas le seul animal où l'agressivité a tendance à être fonction de la hiérarchie sociale. OK? Nous sommes toutefois le seul animal, selon ce qu'on sait au moment présent. Nous semblons être le seul animal en nature qui applique l'agressivité à un niveau abstrait, au niveau du temps et de l'espace. Comme un chimpanzé va être agressif devant un autre chimpanzé qui est devant lui dans l'ici et maintenant. Il ne va pas faire des plans pour être agressif sur une période d'1 an, par exemple. Ou il ne va pas penser au chimpanzé qui est à 6 km au dehors de son territoire. Okay? Nous sommes la seule espèce qui sommes agressifs avec les autres et qui pouvons faire un plan d'agressivité sur 5 ans. Voici ce qu'on va faire sur 5 ans pour être agressif pour ces gens-là, par exemple. Pensez à la planification, par exemple, au niveau d'opérations de guerre ou des trucs comme ça. Et on peut être agressif envers à un niveau abstrait au niveau de l'espace, dans le sens où on peut aller agresser des gens, montrer de l'agressivité à des gens qui ne sont même pas dans notre coin de pays. Là. L'idée de lancer des bombes sur un pays de l'autre côté de la Terre, okay? C'est complètement farfelu pour un chimpanzé. Ça fait aucun sens. Pour un être humain, on est capable d'être agressif à un niveau très abstrait, là, au niveau du temps et de l'espace. On semble aussi être le seul animal qui, chez certains membres de l'espèce, confondent l'agressivité avec le désir sexuel. OK? Pas tout le monde, évidemment, mais il y a quand même un lien là, intéressant, du moins chez les mâles, chez certains mâles. Et évidemment, ça peut très facilement devenir un lien pathologique, mais on a vu que chez certains, ça peut aussi être utilisé comme un genre de fétiche, si on veut. Et donc, mais on semble être vraiment le seul animal qui confond agressivité avec désir sexuel. On est le seul animal qui produit de la technologie spécialisée pour la violence. Les autres animaux sont violents avec leur corps. Nous sommes le seul animal qui avons produit toutes sortes de machines, de technologies pour tuer, pour agresser les autres. Et qui ne sont pas finalement nos poings et nos pieds, et nos dents, et nos bras. Nous sommes le seul animal qui semble s'organiser en groupe non local afin d'utiliser l'agressivité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà dit que, par exemple, des chimpanzés vont s'organiser en groupe, puis là, ils vont patrouiller leur territoire. Puis ils vont montrer de l'agressivité à tout chimpanzé qu'ils rencontrent qui ne font pas partie du groupe. OK? Sauf que le groupe qui s'organise, puis qui patrouille le territoire, c'est un groupe de gens qui se connaissent, de chimpanzés qui se connaissent très bien, là. Ils habitent ensemble là, et ils ont énormément de recoupements génétiques. Là. Ils ont beaucoup de gènes en commun. C'est souvent des chimpanzés qui, c'est ça, qui sont très très proches au niveau génétique. On pourrait penser à des frères, des cousins, etc. Là, au niveau dans le monde du chimpanzé. Là. Mais quand vous regardez, par exemple, chez les êtres humains, si on prend l'armée d'un pays, c'est rempli de gens qui n'ont quasiment aucun lien génétique. Là. C'est pas juste des frères ou des cousins dans une armée. Là. C'est littéralement des étrangers qui viennent à faire partie d'une armée. Qui se connaissent pas l'un l'autre, là, nécessairement. Il y en a qui apprennent à se connaître, mais vous voyez le lien, c'est que l'armée du Canada, c'est pas toutes des frères puis des cousins. Là. De l'un l'autre. C'est une gang d'étrangers, de gens qui ne se connaissent pas l'un l'autre. Et ça, c'est très bizarre dans le monde animal. Dans le monde animal, normalement, lorsqu'il y a des groupes dont le but, c'est d'utiliser l'agression, OK?
d'utiliser des formes de violence, c'est typiquement des groupes qui sont très, très proches génétiquement, là. Alors que chez l'être humain, on peut former des groupes non locaux. On appelle ça des groupes non locaux. Ça veut dire des groupes de gens. Tu sais, dans l'armée du Canada, il y a des gens qui viennent de partout au Canada, là. De plein de différentes provinces, plein de différentes villes, tu sais, pour faire partie de l'armée. Dont un des buts fondamentaux de l'armée, je veux dire, c'est pas le seul but, mais un des buts fondamentaux, c'est d'utiliser l'agressivité de manière productive dans un certain but national ou pour protéger une population, etc., tu sais, ou défendre un territoire. C'est quand même un but de... C'est quand même basé sur l'agression. Okay? Mais c'est un groupe non local. Et ça, c'est vraiment intéressant. On est aussi la seule espèce qui semble utiliser l'agressivité de manière passive. Pensez à tout ce qui est sarcasme, commentaires blessants, etc. Okay? C'est agressif, mais personne ne va mourir, personne ne va être physiquement blessé. Okay? C'est de l'agressivité passive. Dans notre attitude, dans notre ton de voix, dans nos actions, dans l'attention que l'on porte ou n'on porte pas à quelqu'un à certains moments, dans la façon dont on interagit avec les autres, on peut communiquer de l'agressivité, mais de manière passive. Okay, ça se voit pas là, chez d'autres animaux. En tout cas, si c'est présent, on ne le détecte pas. Là. Okay? Donc ça, c'est typiquement humain, vraiment. Okay? Donc, ça, c'était un genre si on veut, on essayait de cerner l'agressivité, là, quand on la met en nature, comment est-ce qu'elle est différente chez les Homo sapiens, donc chez les humains, que chez d'autres formes d'animaux, chez d'autres espèces d'animaux. Okay? Certains étant très proches de l'Homo sapiens au point de vue d'évolution, comme les chimpanzés, par exemple, qui sont nos plus proches cousins au niveau de l'évolution. Bon, alors prenons cette agressivité-là, puis là, regardons qu'est-ce qu'on en sait. Bien, on sait plusieurs choses au niveau de la biologie ou de la neuroanatomie de l'agressivité. En passant, les titres ici sont toujours émotion, motivation, là. Mais je parle d'agressivité, OK? Donc, on peut se demander, OK, qu'est-ce qu'on sait de la neuroanatomie de l'agressivité, qui est une réponse émotionnelle, motivationnelle? Ben, on a déjà vu certaines choses, puis je vais les répéter, mais on a déjà vu certaines choses qui sont reliées à l'agressivité. Par exemple, on a déjà vu que dans les années 30, il y a eu la découverte du syndrome de Kluver-Bucy, OK? Et qui, suite à une lésion du lobe temporal antérieur, lorsqu'il y a une lésion au niveau du lobe temporal antérieur, donc temporal antérieur, ce serait à peu près vers ici probablement, là, parce que antérieur, c'est le devant du cerveau, postérieur, c'est l'arrière, et temporal, c'est ici sur le côté, là, donc temporal antérieur, c'est peut-être à peu près autour d'ici, là. Peut-être en bas ici. En tout cas, dans cette région-ci, là, ce qu'on découvre, c'est un fameux syndrome qui s'appelle le syndrome de Kluver-Bucy. Et lorsqu'on fait ça par exprès chez certains animaux de laboratoire, on découvre que l'animal qui subit ce type de lésion devient très agressif. Très, 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 très agressif. Okay? Et donc, dès les années 30, on a conclu que cette partie du cerveau temporal antérieur, lobe temporal antérieur, avait un rôle à jouer dans l'agressivité, était impliqué, si on veut, dans l'agressivité. Okay. Et plus tard, on a réalisé que cette fameuse région-là du lobe temporal antérieur, on y retrouvait, cachée en dessous, une partie qui était... qui allait s'avérer très importante et dont on a déjà parlé, qui était l'amygdale. Okay? Et donc, on a découvert ici qu'une lésion chirurgicale de cette structure-là, de l'amygdale, cause, entre autres, avec plein d'autres trucs, une réponse d'une perte de la réponse d'agressivité. Okay? Donc, vous voyez comment c'est complexe. Right? Vous avez une partie du cerveau que s'il y avait une lésion au niveau du lobe, au niveau de la surface, cling, ça causait une augmentation de l'agressivité, mais que dans en dessous de cette surface-là, il y avait une structure, l'amygdale, que si il y a une lésion là, ça cause une perte de l'agressivité. OK? Et donc,
c'est pour montrer comment compliqué c'est. Mais tout ce qu'on peut dire de ça, dans le fond, c'est que dans cette région-là du cerveau, il y a des structures, des zones qui semblent vraiment importantes pour l'agressivité, de sorte que on peut soit rendre la personne hyper agressive ou complètement annuler la réponse d'agressivité, dépendant qu'est-ce qu'on fait à telle partie de cette zone-là. Okay? Et en passant, on observe aussi le fait qu'une lésion à l'amygdale cause une perte de la réponse d'agressivité. On a aussi observé ça, non pas chez des animaux uniquement, mais on a aussi observé cette tendance-là chez les humains. Suite à des lésions accidentelles qui peuvent arriver ou des lésions planifiées, comme par exemple, jusqu'à très récemment dans l'histoire de la psychologie, chez certains criminels, je pense que ça a terminé peut-être dans les années 60, certains criminels particulièrement violents étaient parfois condamnés à une amygdalectomie. Et donc, c'est pas enlever les amygdales dans la gorge, comme j'ai dit, là, parce qu'elles sont trop enflées, puis là, après, on mange la crème glacée pendant comme une semaine, là, ou quelque chose, dans l'hôpital. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est couper les amygdales au niveau du cerveau. Dans le but que le criminel ou la criminelle, généralement, c'est le criminel, pour des raisons statistiques, c'est souvent les mâles et les hommes qui sont les plus violents. On reviendra là-dessus. Mais donc, ça voulait dire enlever les amygdales. Et ça aurait été une façon de gérer la violence, l'agressivité, la réponse agressive, qui est trop intense. Il y a d'autres études qui, au fil du temps, ont utilisé toutes sortes de techniques, dont la technique de stimulation électrique, pour justement observer que l'amygdale était impliquée dans l'agressivité. Et donc, l'idée ici, c'est d'aller stimuler électriquement certains neurones de l'amygdale et noter qu'il y a des réactions d'agressivité. Okay? Donc, la personne elle-même peut nous dire qu'elle se sent fâchée ou on peut observer des expressions faciales d'agressivité lorsqu'on stimule certaines parties du cerveau, ou on peut voir chez l'animal, on fait ça chez des animaux, on peut voir leur corps, par exemple, se mettre en position d'attaque ou quelque chose comme ça. Et vous avez aussi d'autres travaux qui utilisent des techniques d'imagerie cérébrale, dont on voit des exemples ici, qui supportent aussi cette idée que l'amygdale est impliquée dans l'agressivité. Donc, on peut demander aux gens de se souvenir de choses qui les ont fâchés, ou on peut essayer de demander aux gens de faire semblant qu'ils sont agressifs et vous notez quelle partie du cerveau s'active. Et de là, aller conclure certains liens entre certaines parties du cerveau et des structures que l'on y retrouve et l'agressivité. Okay? Et on a aussi des cas anecdotiques, Ah non, attendez, je suis allé trop vite. Il y a des trucs, mais la relation entre l'amygdale et l'agressivité n'est pas aussi claire que ce qu'on pourrait penser. Parce que on a des études comme par exemple Schwant et ses collaborateurs en 2012 qui trouvent que les femmes avec des amygdales plus petites ont des scores d'agressivité plus élevés que celles avec des amygdales plus grandes. Et donc, on pourrait penser, ben, si l'amygdale, c'est elle qui crée l'activité, plus elle est grande, plus elle devrait être capable de créer de l'activité. Mais non, des amygdales plus petites chez les femmes ont des scores d'activité plus élevés, d'agressivité plus élevés. C'est juste pour montrer comment compliqué c'est. Okay? Moi, j'aime ça parce que c'est comme un gros bordel. C'est un puzzle complètement tout mélangé. On sait qu'il y a quelque chose qui a rapport à l'agressivité aux amygdales, mais c'est vraiment pas clair et on ne sait pas jusqu'à quel point on essaye de rendre cette histoire-là trop simple simplement parce que les êtres humains, on aime la simplicité, alors qu'en réalité, c'est une histoire complexe. Okay? Mais on sait qu'il y a quelque chose qui a rapport. Et peut-être que ça interagit avec le sexe de la personne. Est-ce qu'on parle de femme? Est-ce qu'on parle d'homme? C'est peut-être une variable importante là-dedans. T'sais. Mais il y a certains cas aussi anecdotiques qui semblent aussi supporter la contribution de l'amygdale à l'agressivité. Et c'est souvent des cas où est-ce qu'on voit des gens qui commettent des actes vraiment agressifs et que plus tard, pour lesquels il n'y a pas tant que ça d'explication au niveau social. Et plus tard, on se rend compte qu'il y avait des enjeux neurologiques au niveau particulièrement de l'amygdale. Okay? C'est
par exemple, un cas classique aux États-Unis, le cas de Charles Whitman. Je pense que c'était une université au Texas, je pense. Un étudiant modèle, parfaitement bien intégré, qui fait très bien les choses, qui à un moment, entre guillemets, pète les plombs, monte sur une tour sur le campus de l'université avec une carabine et se met à tuer, à tirer des gens, et il a fait je sais pas combien de victimes sur le campus. Et on en voit une photo ici. Et plus tard, ce qu'on a découvert, je crois qu'on a découvert une tumeur au niveau, dans la région des amygdales, qui interférait avec le fonctionnement des amygdales et qui aurait pu potentiellement, donc, euh, causer cette agressivité-là. Et donc, des fois, on se demande, c'est quand on voit des gens commettre des actes comme ça. Évidemment, on peut pas. C'est pas. Je n'essaie pas de dire ah, c'est pas de sa faute, c'est ses amygdales. C'est pas la bonne façon de réfléchir. La personne doit être responsable de ses actions, évidemment, et doit en payer la conséquence. OK, évidemment. Euh, mais on peut quand même, au point de vue scientifique, se demander comment ça se fait que cette personne-là peut être si agressive et est-ce qu'il pourrait y avoir une contribution au niveau neuroanatomique? Et la réponse est certainement oui. Je veux dire, la réponse est oui. Il peut y avoir une grosse contribution du système neuroanatomique. La personne n'est pas obligée d'avoir été la victime de violence toute sa vie, puis de vouloir se venger, puis tout ça. Ça pourrait être, dans certains cas, simplement quelque chose d'aussi simple qu'une tumeur ou un caillot qui fait pression sur certaines régions, qui fait en sorte que la personne devient très agressive. Et si en plus elle a une vie et des expériences qui font en sorte que cette agressivité-là, elle va tendance par exemple, si elle était très intéressée par les armes à feu ou elle se sent victime de quelque chose, et en plus, ça augmente les chances que cette agressivité-là va s'exprimer d'une certaine manière, soit par exemple monter sur une tour puis tirer sur des étudiantes ou des étudiants sur le campus, par exemple. T'sais. Donc c'est probablement complexe, mais l'aspect neurobiologique probablement joue un rôle intéressant et spécifiquement au niveau de l'amygdale. OK, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette fameuse amygdale et l'agressivité? Ben, on sait que l'amygdale est influencée par plusieurs sources. On a déjà vu ça en partie. Pensez à toutes les informations que les amygdales reçoivent. OK? On sait entre autres que l'amygdale ou les amygdales sont influencées par toutes sortes de trucs. Par les hormones de stress, par la testostérone. Okay? Elle a des récepteurs pour la testostérone, des récepteurs pour les hormones de stress. On parle de glucocorticoïdes, de cortisol, etc. Elle est influencée par des informations sensorielles aussi, qui sont très rapides et imprécises, ou qui sont plus lentes mais plus précises. On a déjà parlé de ça. Elle est aussi beaucoup influencée par l'information reliée à la douleur. Et aussi de l'information reliée à la peur, ce que je ne mets pas ici, mais c'est un peu rapport à l'hormone de stress ici. Là. Donc, elle est influencée par tout un paquet de trucs. OK? Et il y a des liens qui font beaucoup de sens, comme le lien entre la peur, la douleur et l'agressivité, par exemple, qui est très important. Okay? Parce que très souvent dans la nature, quand on regarde les conditions sous lesquelles un organisme devient agressif, comme un animal, par exemple, dans son environnement, c'est bien rare qu'un animal va juste marcher tout seul dans son environnement, puis là, tout à coup, péter une coche. Et c'est rare chez les êtres humains aussi. Quand est-ce qu'on devient agressif en tant qu'organisme, en tant que forme de vie? Là? On devient agressif typiquement soit lorsqu'on se sent menacé ou lorsqu'on ressent de la douleur. Okay? Ou lorsqu'une de nos ressources à laquelle on porte beaucoup de valeur est menacée, par exemple. Et donc, c'est normal que l'amygdale reçoit beaucoup d'informations sur des informations reliées à la douleur, des informations sensorielles, des hormones de stress, etc. Parce que ça lui permet vraiment de faire un genre de se situer dans un contexte plus large. Où est-ce que quelqu'un te fait sentir de la douleur ou quelqu'un te menace, quelqu'un est menaçant. L'amygdale doit être capable de répondre à des contextes complexes comme ça, compliqués. Et donc, pour ça, elle a besoin de toutes sortes de feedback qui viennent de toutes sortes d'informations qui viennent de toutes sortes de régions et de toutes sortes de natures, comme l'information sensorielle, l'information reliée à la douleur, les hormones, le stress, la testostérone, etc. Et elle a besoin d'impacter aussi toutes sortes de régions, comme on a déjà vu. Okay?
Et ce qui est intéressant, ce qu'on a déjà vu, évidemment, c'est que chez les mâles, l'amygdale s'active même pendant l'activité sexuelle. Ce qui est vraiment, ben, c'est pas bizarre, mais c'est bizarre si on pense à l'amygdale comme le centre de l'agressivité ou de la peur. Là, ça devient weird. Coudonc. Il me semble que l'activité sexuelle n'a nullement rapport à l'agressivité ou la peur. Okay? Mais ce qu'on a vu, c'est que l'amygdale s'active aussi en réponse à des situations qui sont vues comme importantes. Et on a vu que chez toutes les espèces, l'activité sexuelle, l'acte de reproduction est évidemment extrêmement important. Okay? L'amygdale reçoit des projections inhibitrices du septum, qui est une petite région ici. Okay? On a déjà vu qu'elle reçoit des projections inhibitrices du cortex frontal, mais elle en reçoit aussi du septum. Okay? Tellement que si on cause une lésion dans le septum ici, l'amygdale est ici en passant, là. Okay? Que si on cause une lésion dans ce septum-là, on obtient parfois un syndrome chez les animaux, par exemple, qu'on appelle la rage septale. Donc, l'idée ici est qu'il n'y a plus le septum pour être capable d'inhiber la réaction de l'amygdale, et donc ça peut donner naissance à ce qu'on appelle de la rage septale, de la rage qui ne peut plus être inhibée, qui ne peut plus être contrôlée. Mais elle reçoit évidemment aussi des projections inhibitrices qui viennent inhiber de la part du cortex frontal. Okay, on a déjà vu ça, évidemment. Une partie du rôle du cortex frontal en réaction d'agressivité, c'est quoi? C'est de dire « Wow, 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 c'est peut-être pas une bonne idée de frapper cette personne-là. » C'est ce que vous ressentez quand vous êtes vraiment fâché contre quelqu'un, puis dans votre fantaisie, vous rêvez de juste prendre cette personne-là, puis la lancer contre le mur, puis la frapper, mais dans la vraie vie, vous dites « Non, 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 on fait pas ça, là. » OK? Faut se contrôler, là, tu sais. Et ça c'est le cortex, c'est le septum, mais aussi le cortex frontal et préfrontal, comme on a vu, qui mettent les freins sur votre réaction agressive. OK? Ce cortex frontal-là, on devrait, si c'est vrai qu'il a un rôle si important, ce qu'on devrait voir, c'est qu'il devrait avoir peut-être des différences au niveau du cortex frontal chez des gens qui ont plus de difficultés à inhiber leur comportement agressif. Et c'est en effet ce qu'on voit dans certains cas. En effet, on retrouve un cortex frontal moins actif chez les enfants, les jeunes enfants, évidemment. Et, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toute une période de socialisation entre enfants et adultes où on apprend à contrôler notre agressivité. Pensez à ce que ça veut dire, tu sais, passer d'être un jeune enfant à graduellement un adulte. Une partie de ce que ça veut dire, c'est d'apprendre à contrôler son impulsivité et son agressivité. C'est pas juste ça. Mais une partie de ce que ça veut dire élever ses enfants, c'est leur apprendre ou les aider ou les soutenir pendant qu'ils sont en train d'apprendre graduellement à ne pas mordre, à ne pas frapper, à ne pas lancer, tu vois, donc à trouver des façons plus socialement acceptables, dans le fond, d'exprimer leur agressivité avec les mots, peut-être, ou avec avec des actions plus matures, plus adultes que juste lancer, frapper, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que le cortex frontal est moins actif chez les enfants, mais évidemment, il est moins développé chez les jeunes enfants. Mais il est aussi moins actif chez des adultes qui sont sociopathes, comparativement aux adultes typiques. OK? Donc, le sociopathe va souvent utiliser de la violence d'une manière qui est complètement socialement inacceptable dans le but d'obtenir ses buts, par exemple. Et donc, ce qu'on voit chez les sociopathes, c'est qu'ils ont un cortex frontal qui est moins actif que les adultes typiques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est moins actif parce qu'ils sont sociopathes? Est-ce qu'ils sont sociopathes parce qu'il est moins actif? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est dur à dire. L'amygdale envoie aussi des projections au cortex frontal pouvant l'inhiber. Donc, l'amygdale elle-même peut inhiber le cortex frontal.
OK? On a déjà vu que, par exemple, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est stressé, on a de la difficulté à prendre des décisions, à gérer nos affaires. Tout est dans le moment présent et on a des difficultés à penser plus loin. OK, ça, c'est une inhibition du cortex frontal. Donc, l'amygdale peut elle-même inhiber le cortex frontal. OK? Donc, par sa contribution à l'agressivité, elle peut aussi faire en sorte que vous allez prendre des mauvaises décisions et avoir de la difficulté à gérer vos émotions. Et c'est un peu comme un feedback loop, un cercle vicieux dans le fond. Là, plus vous fâchez, plus vous êtes agressif, plus que vous avez besoin, ben, généralement, je dois dire, dans certaines conditions, c'est très approprié d'être agressif. Très, très approprié. Souvent, on entend souvent dire les gens qu'ils sont contre l'agressivité ou qu'en tant que société, on est contre la violence et contre l'agressivité. Et je pense que c'est faux. Il y a une partie de vrai, mais c'est pas assez réfléchi. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'on est contre l'agressivité et la violence mal appliquée. On est très, très pro-violence et agressivité quand c'est le temps de bien l'appliquer, dans certaines conditions. Okay? Si notre territoire est envahi, par exemple, ou si quelqu'un rentre dans notre maison la nuit avec un fusil, par exemple, on n'a pas de problème avec l'agressivité. Okay? Notre problème, c'est qu'on est contre. C'est pas qu'on est contre. Le fait, c'est qu'on n'est pas contre l'agressivité, on est contre l'agressivité mal appliquée au mauvais moment sur les mauvaises personnes. Okay? Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais ça forme un cercle vicieux au bout d'un moment. Si vous êtes agressif, très souvent, lorsque vous êtes agressif, ah oui, là, je m'en souviens, très souvent, lorsque vous êtes agressif, vous pourriez vraiment bénéficier de régulation de votre émotion. Parce que, normalement, lorsqu'on est agressif, on risque beaucoup de choses dans notre vie. On risque de perdre des amitiés, perdre des ressources, ainsi de suite, de faire des choses qu'on va regretter. Et donc, ce qu'on aurait vraiment besoin, c'est que notre cortex frontal dit « Wow, chill, prends 5 minutes, OK? » Mais notre amygdale, très souvent, dans cette réponse d'agressivité-là, peut aller inhiber notre cortex frontal. Donc, donc, notre cortex frontal est inhibé, l'amygdale devient encore plus agressive, donc ça cause un cercle vicieux. Là. C'est pour ça que c'est très, très important chez les enfants et chez les adultes aussi. Et c'est pas facile de travailler sur des stratégies automatiques de régulation de l'affect et surtout de l'agressivité. Alors, des fois, quelque chose que les gens vont faire quand ils ont tendance à l'agressivité, puis ils savent qu'ils ne vont pas être capables de s'en sortir simplement par pure volonté d'esprit, c'est ils développent une genre de stratégie automatique. La minute où ils se sentent agressifs avec quelqu'un, ils s'en vont. Ils disent « Excuse-moi, il faut que j'aille prendre une marche, je suis dans un mauvais état, je vais revenir dans 20 minutes. » OK? Et ça, c'est probablement une bonne stratégie à faire. D'avoir un genre de mécanisme automatique qui se déclenche pour dire je rentre même pas dans essayer de contrôler cette agressivité-là, je me retire de la situation tout de suite, je vais y revenir plus tard. Okay? Mais c'est pas facile. Vous savez très bien, comme moi, que des fois, lorsqu'on est agressif, ou pas nécessairement physiquement agressif, là, je veux dire, mais juste fâché contre quelqu'un, puis on veut insulter la personne ou lui dire des choses blessantes, qu'il y a quelque chose de très motivant là-dedans. On est vraiment motivé, on se sent très justifié. Il y a tout un aspect cognitif à l'agressivité, à la violence, où est-ce qu'on se sent justifié, puis on se sent qu'on est la victime de quelqu'un qui nous a maltraités, puis tu sais, c'est comme... on perd énormément c'est fou comment on perd de la perspective quand on est fâché. C'est fou comment on perd de la perspective. C'est incroyable. Et souvent, ça nous amène à faire des choses que l'on regrette beaucoup. Et une partie de ça, c'est parce que notre amygdale, en partie de ça, c'est que notre amygdale peut aller inhiber une partie du cortex frontal. Et chez certaines personnes, ils vont être meilleurs à se contrôler que d'autres, mais il y a quand même cet aspect-là. Et le cortex préfrontal est aussi impacté, lui aussi, par les hormones de stress, les signaux de douleur, etc. Là. Ce qui fait que si vous êtes dans une situation stressante, vous êtes en douleur, votre cortex préfrontal, là, il va avoir bien de la difficulté à gérer vos comportements puis à gérer vos émotions. C'est que si en plus vous êtes agressif dans une situation où vous êtes stressé, puis vous êtes en douleur, puis vous êtes agressif,
il va vraiment falloir travailler fort pour que votre cortex préfrontal ou frontal là, aille gérer votre agressivité puis la réguler. Ça va être vraiment difficile. Okay? Et ce qui est une raison pourquoi on pète souvent les plombs quand on est stressé. Avez-vous déjà remarqué ça, que dans des périodes de stress, vous pétez beaucoup plus les plombs avec les gens? Vous êtes beaucoup plus agressif avec les gens sans vous contrôler? Ou si vous êtes en douleur? Vous êtes beaucoup plus agressif. Vous dites des choses méchantes. Moi, je dis parfois aux gens que j'aime, à ma famille, à ma femme, à mes enfants, je peux dire des choses très méchantes des fois lorsque je suis sous le stress ou sous la douleur. Des choses que je dirais probablement pas si j'étais pas sous ces conditions-là. OK? Et l'idée, c'est pas que je dis que je n'ai pas de responsabilité, mais je suis responsable quand je fais ça, évidemment, et je devrais pas dire ces choses-là, mais une partie de l'explication de comment j'arrive à dire ces choses méchantes-là, c'est que mon cortex préfrontal n'arrive pas à inhiber ces paroles méchantes-là, si on veut, que souvent je regrette. Mais j'ai pris l'habitude de toujours aller m'excuser après et ça semble aider un petit peu, même si ben, c'est pas idéal. La chose idéale, ça serait de juste pas dire de choses méchantes, mais que veux-tu? Quand on regarde euh, plus profondément aussi au niveau du cortex préfrontal et de l'amygdale, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a toutes sortes de réseaux de projection de neurotransmetteurs. OK? Entre autres, le cortex préfrontal reçoit du système limbique toutes sortes de projections qui amènent de la sérotonine. Okay? Et on retrouve donc dans le cortex préfrontal de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est, j'allais dire, qui est extrêmement important. Tous les neurotransmetteurs sont extrêmement importants. Okay? Mais impliqué dans un paquet de trucs, la sérotonine. Mais ce qu'on sait, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que si dans le cortex préfrontal, on retrouve moins de sérotonine, okay, ce qu'on a, c'est une désinhibition des impulsions et plus d'agressivité. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le cortex préfrontal, ce cortex préfrontal-là reçoit de plein de zones du cerveau de la sérotonine. Et si on y retrouve moins de sérotonine que normal, c'est souvent associé à la désinhibition des impulsions. Ça veut dire que les gens ne contrôlent plus leurs impulsions, incluant leurs impulsions agressives. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un manque de sérotonine dans le cortex frontal est associé à de l'agressivité. Et encore là, on peut avoir donc une explication ici au niveau des neurotransmetteurs de l'agressivité. Okay? Donc, il n'est pas impossible que certaines personnes que vous connaissez soient plus agressives que d'autres personnes que vous connaissez parce qu'ils ont un cortex frontal qui a moins de sérotonine ou qui crée moins de sérotonine ou qui est moins capable d'utiliser la sérotonine, etc. etc. Okay? Ce qui explique pourquoi certains médicaments, dont les ISRS, auraient un impact sur l'agressivité, auraient tendance à aider l'agressivité. Des ISRS, en anglais des SSRIs, là, c'est des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. C'est des médicaments que vous prenez. Souvent, c'est catégorisé comme antidépresseur. Okay? Mais ce qu'il faut se souvenir en psychopharmacologie, c'est que c'est pas parce qu'un médicament est un antidépresseur qu'il est juste bon pour la dépression. Des fois, il peut être bon pour un paquet de trucs. Okay? Mais ces fameux inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, je pense que Prozac, c'en est un des ISRS antidépresseurs les plus populaires. C'est le... est-ce que c'est le Concerta? Non. Le Celexa. Le Celexa, si jamais un jour vous consultez un médecin pour des symptômes dépressifs, puis il ou elle vous propose un médicament, probablement que ça serait Celexa. Donc, ce que font ces ISRS-là, c'est que, OK, la logique est que dans ces neurones-là, dans le cortex préfrontal, qui utilisent de la sérotonine, ces neurones-là, OK, lorsqu'un neurone
utilise la sérotonine, il reste tout le temps de la sérotonine dans les parages entre les neurones. Et les neurones ont, pour éviter pour que la sérotonine reste là dans un peu l'environnement du neurone, parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir toxique, là. Les neurones ont développé des façons de venir recapturer la sérotonine, de la reprendre pour ne pas qu'elle se balade entre les neurones, là où elle peut devenir problématique, elle peut avoir des effets neurotoxiques. Okay? Et donc, c'est ce qu'on appelle la recapture de la sérotonine. Okay? Mais ces médicaments-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent la recapture de la sérotonine. Ce qui veut dire qu'il y a toujours de la sérotonine disponible dans l'environnement du neurone. Okay? Maintenant, chez monsieur et madame tout le monde qui n'a pas de problème d'impulsion, d'agressivité, ça ne serait pas utile de faire ça. Mais chez des gens qui ont des problèmes d'impulsivité ou d'agressivité à cause qu'ils n'ont pas assez de sérotonine, le fait d'empêcher les neurones de reprendre tout de suite leur sérotonine, okay, faisant en sorte que ça laisse de la sérotonine dans le milieu du neurone, ça permet à plus de sérotonine d'être disponible. Okay? Et donc, c'est ce que ces fameux ISRS-là font. Ils vont empêcher la recapture de la sérotonine pour que la sérotonine reste plus longtemps disponible aux neurones, à des neurones qui, dans le fond, présumément, ont accès ou créent moins de sérotonine. Donc, ça permet de garder plus de sérotonine alentour, si on veut. Mais il n'y a pas juste la sérotonine. Le cortex frontal reçoit aussi, par exemple, et pas juste le cortex frontal, évidemment, là, mais reçoit aussi des projections de dopamine. Okay? Un autre neurotransmetteur très important. La dopamine est impliquée dans un paquet de trucs, incluant entre autres l'anticipation du plaisir. Quand vous êtes motivé à faire quelque chose parce que vous anticipez un plaisir, puis vous êtes prêt à faire plein d'efforts, juste motivé par votre anticipation pour le plaisir, ça, c'est de la sérotonine. Pardon, la sérotonine est probablement aussi impliquée là-dedans. Tout est impliqué dans tout, là, mais c'est beaucoup de la dopamine qui est impliquée là-dedans. Okay? Et ce qu'on a remarqué dans certains cas, c'est qu'au niveau du cortex préfrontal, une augmentation de la dopamine est associée à une diminution des comportements impulsifs. Donc, plus votre cortex préfrontal a accès à de la dopamine et est meilleur à traiter la dopamine, plus il a tendance à mieux gérer les comportements impulsifs, à faire sa job, à mettre les freins, dans le fond, sur des systèmes comme l'amygdale. Okay? Donc, vous pourriez penser ici, bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste shooter de la dopamine chez les gens agressifs au niveau de leur cortex préfrontal? Ben, c'est pas aussi simple que ça. Okay? Premièrement, vous pourriez mettre plein de dopamine dans le cortex préfrontal, mais si les neurones du cortex préfrontal ne sont pas bons à utiliser la dopamine, ça ne changerait rien. Okay? Ça serait comme dire que vous allez donner des millions de briques à quelqu'un pour qu'il se construise une maison, mais si la personne ne sait pas comment se construire une maison, vous pouvez donner des millions de briques puis plein de matériaux, ça ne va rien changer. Deuxièmement, vous ne pouvez pas juste shooter plein de neurotransmetteurs comme ça dans une partie du cerveau parce que ces neurotransmetteurs-là, ça reste quand même des produits chimiques et s'ils ne sont pas utilisés par les neurones et ils restent dans ce milieu-là entre les neurones, ils peuvent devenir neurotoxiques, causer de la mort cellulaire et c'est important, problématique. Et troisièmement, vous ne pouvez pas juste... il y a une certaine barrière sans cerveau. Là. Vous ne pouvez pas juste prendre une pilule et quelque chose facilement va à de votre sang à votre cerveau. Vous ne pouvez pas juste comme manger de la dopamine, par exemple, et faire en sorte qu'elle passe de votre sang à votre cerveau. Ça marche pour certaines substances selon la taille et la nature, mais pas d'autres. Une chose que vous pouvez faire toutefois, c'est manger certains aliments qui vont se casser en certaines substances dans votre sang et qui vont être ces substances-là, pouvoir être utilisées par votre cerveau pour transformer ces substances-là en dopamine. On peut faire ça. Donc,
Mais je veux dire, c'est pas aussi simple que juste, ah ben dans le fond, on pourrait prendre les gens agressifs puis leur faire une piqûre de dopamine dans le cerveau de temps en temps. Ça marcherait pas comme ça. Mais ce qu'on sait donc, c'est qu'une augmentation de dopamine égale une diminution des comportements impulsifs, ce qui est intéressant. Okay? Et ces fameuses projections de dopamine et de sérotonine, okay, ce qu'on appelle ces projections dopaminergiques et sérotonergiques, là, qui sont si importants pour qui ont beaucoup de liens avec les comportements impulsifs et agressifs, soit à les inhiber ou à les augmenter, dépendant s'il y en a plus ou moins, elles sont très impactées par le stress à long terme. Donc le stress à long terme va avoir un énorme impact sur comment fonctionnent ces projections de dopamine dans le lobe frontal et ces projections de sérotonine dans le lobe frontal aussi. Donc, ce qui explique pourquoi le stress à long terme aurait un impact sur l'agressivité et la violence. Okay? Bon, on a regardé au niveau neuroanatomique, au niveau de structures particulières, puis on est même allé encore plus profondément en regardant spécifiquement au niveau de certaines projections de neurotransmetteurs au niveau de ces parties du cerveau-là. Okay? Mais on peut aller encore plus profondément et réfléchir par exemple à l'agressivité, les hormones. Quel est le rôle, des hormones au sein de l'agressivité? Okay? Ben là, il y a certaines observations, et vous savez probablement que je vais parler de testostérone, mais ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est que c'est pas aussi simple que ce que l'on nous fait croire, que la testostérone, c'est l'hormone de l'agressivité, puis que plus t'en as, plus t'es agressif, puis si t'en as plus, t'es plus agressif. Tu sais, des affaires comme ça, là, de ce qu'on appelle du 1 pour 1, là, plus de testostérone égale plus d'agressivité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans ma vision des choses, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais c'est sûr que la testostérone est impliquée dans l'agressivité. Garantie. Impliquée dans l'agressivité. Okay? Et comment on sait ça? Bon, certaines observations, comme par exemple, en moyenne, les hommes sont plus physiquement agressifs que les femmes. Je dis physiquement en passant, parce qu'il y a une forme d'agressivité chez les femmes qui est très présente, qui est plus au niveau verbal, plus au niveau réputationnel, où les femmes vont attaquer la réputation de l'autre. Les hommes vont aussi faire ça. Et vous allez aussi trouver des femmes qui vont se donner des baffes et se frapper et se tirer les cheveux et se donner des coups de pied. Garanti. Mais on parle en termes de moyenne. On ne parle pas d'individus. On parle, quand on regarde la population en termes d'hommes et de femmes, puis je dois dire ici que je parle hommes et femmes d'une façon très restrictive. Là. Je me restreins aux hommes qu'on pourrait appeler biologiquement mâles et aux femmes biologiquement femelles. OK? Donc, je ne peux pas parler pour l'instant des cas intéressants comme des hommes trans ou des femmes trans ou des cas où est-ce qu'on a des gens qui ont des disons, qui ont des parties anatomiques mâles et des parties anatomiques femelles aussi. Donc, je parle vraiment du cas de la majorité, disons, où est-ce qu'on a des hommes mâles, des femmes femelles, OK, dès la naissance. Les hommes, en moyenne, sont plus physiquement agressifs que les femmes. Oui, vous connaissez probablement une femme qui bat un homme, peut-être, OK, mais en moyenne, les hommes sont plus physiquement agressifs que les femmes. OK? Et c'est pas quelque chose chez les êtres humains, c'est pas parce que les hommes humains sont des salauds et ils ont inventé la violence contre les femmes. On retrouve ça dans presque toutes les espèces, OK? En général. En fait, je viens de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété, là. C'est très mauvais pour un homme de battre sa femme. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Très, très, très mauvais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas juste du domaine... L'agressivité mâle n'est pas juste du domaine humain. C'est ça que j'essaie de dire. Il faut la comprendre dans un contexte plus large. C'est qu'on observe ça dans une énorme variété d'espèces. Pas toutes. Il y a certaines espèces chez qui il y a plus d'agressivité au niveau des femelles. Okay? Mais en général, et surtout chez les mammifères et chez les primates que nous sommes des primates, et avec ça, tous les singes et les grands singes, et ainsi de suite. Ce qu'on retrouve, c'est typiquement plus d'agressivité chez les mâles que chez les femelles. Okay? Donc ça suggère que ce n'est pas uniquement une fonction de la culture chez les êtres humains, par exemple. Est-ce que les hommes peuvent être plus violents pour des raisons culturelles chez les êtres humains? Oui, certainement. Oui, absolument.
il peut avoir un impact de la culture, définitivement. OK? Est-ce qu'il peut avoir une culture de la violence masculine dans nos sociétés? Absolument. Absolument. Et sans doute. Euh, mais est-ce que l'agressivité mâle chez l'humain est expliquée uniquement par la culture? Non. Non, parce que ce qu'on retrouve, c'est que dans énormément d'espèces, on retrouve ce même pattern-là. Et on ne peut pas faire cet argument de culture. T'sais. Et une explication possible à ça, qui a été amenée depuis un bon bout de temps, c'est des différences au niveau du taux de testostérone entre les mâles et les femelles. Il y a l'idée que la testostérone, les mâles en ont plus. Okay? Pourquoi? Ben, très simplement parce qu'ils ont les parties anatomiques, les glandes localisées au niveau des testicules pour créer de la testostérone, alors que les femelles en ont pas de ces parties anatomiques-là. Est-ce que les femelles n'ont pas de testostérone? Non, ils en créent quand même. Donc, c'est pas comme si c'est juste une hormone masculine. Là. Ça, c'est aussi une hormone qu'on retrouve chez les femmes, chez les femelles. Mais en plus petite quantité. Okay? Et donc, ça nous a mené par le passé à faire cet argument qu'il y a un lien entre l'agressivité et la testostérone. Et on a un petit peu, les êtres humains, on semble vouloir simplifier les choses souvent, et donc on s'est dit, c'est donc l'hormone qui est responsable de l'agressivité, et plus on en a, plus on est agressif, moins on en a, moins on est agressif. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est différent que ça, et ça avait été mal compris. Okay? Et je vais vous donner un exemple de certaines données qui nous ont fait comprendre que c'était mal compris, ce lien-là. Comme par exemple, beaucoup de données chez les souris. Il y a beaucoup d'études qui ont utilisé la castration chez les souris, où est-ce qu'on fait une ablation des testicules, dans le fond, chez les souris mâles. Okay? Et donc, ces souris-là ne peuvent plus produire de testostérone à partir de leur gonade, parce qu'on a fait la castration. Okay? Je ne serais pas surpris s'ils pouvaient quand même en produire un peu d'autres manières, mais la source majeure de production de testostérone est coupée. Littéralement coupée, en fait. Et ce qu'on remarque dans des études comme ça, c'est que la castration fait chuter les comportements agressifs, comme des comportements de morsure chez les souris. Là. Et si on injecte de la testostérone par la suite, via le sang, okay, ça fait remonter ces comportements agressifs-là. Donc ça dit, OK, donc la testostérone est vraiment impliquée. Regarde, si on coupe la source de production de testostérone en castration, ce qu'on voit, c'est une chute au niveau des comportements de morsure. Okay? Et ensuite, si on injecte de la testostérone, ce qu'on voit, c'est une remontée de ces comportements-là de morsure. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que ces comportements-là de morsure, ils ne descendent pas vraiment à zéro. Ils descendent, mais c'est pas comme si la souris mâle là, devient complètement docile et ne démontre plus aucune agressivité. Okay? Elle démontre quand même de l'agressivité. Beaucoup plus bas que normalement, mais elle en démontre quand même. Donc, on ne peut pas faire l'argument que toute l'agressivité est causée par la testostérone. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé énormément chez des modèles animaux, dans des études animales, qui nous ont fait comprendre que ça ne peut pas tout expliquer parce que l'agressivité reste en partie. Donc, ça ne peut pas vraiment être simplement la testostérone qui cause l'agressivité. OK? En plus de ça, les études suggèrent que plus l'individu a de l'expérience avec les comportements agressifs avant la castration, plus ces derniers sont présents post-castration. Okay? Ça veut dire que un animal une souris qui est très agressive avant la castration, oui, elle va être moins agressive après la castration, mais elle va quand même être plus agressive après sa castration qu'une autre souris post-castration qui était moins agressive avant. OK?
Donc, il y a quand même un résiduel d'agression qui dépend grandement de l'expérience des comportements agressifs avant la castration. OK? Euh, en fait, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que ça a été fait avec des singes Rhésus, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, là. Ce qu'on retrouve, c'est chez ces singes-là, il y a une hiérarchie sociale. OK? Et ici, on voit un individu, l'individu numéro 3 dans la hiérarchie. Il est plus bas que l'individu 1 et 2, mais il est plus haut que l'individu 4 et 5. OK? Et dans la nature, l'individu 3, OK, il va être la cible d'agressivité de la part de l'individu 1 et 2. Okay? Mais il va être la cause de l'agressivité. Il va avoir de l'agressivité qui va viser l'individu 4 et 5. Okay? Donc cet individu 3, là, il est habitué de ne pas être agressif envers 1 et 2, mais il est habitué à être agressif envers 4 et 5. OK? Et ce qui veut dire, c'est que, et on retrouve ça chez plein de différentes espèces, ça veut dire que un individu chez une espèce a une expérience de comportement agressif. Il est la victime d'agressivité de certains et il est la cause d'agressivité, la source d'agressivité d'autres. OK? Et cette expérience-là elle reste lorsqu'on fait des choses comme couper lorsqu'on fait des choses comme castrer l'individu. Okay? Ce qu'on retrouve, c'est que on retrouve un certain pattern d'agressivité qui reste, qui est fonction de cette expérience-là. OK? Oups. Comme par exemple, si on castre cet individu-là, OK? On va voir son agressivité pour ces deux-là. Son agressivité pour ces deux-là descendre. Okay? Mais si on redonne la testostérone, on pourrait penser, donc là, ça va augmenter son agressivité, mais ça ne va pas augmenter son agressivité pour le 1 et le 2. Ça va juste l'augmenter pour le 4 et le 5. Okay? Ce qui veut dire que c'est pas juste donner de la testostérone au numéro 3 qui va faire que il va être plus qui va être plus agressif en général envers le 1, le 2, le 4 et le 5. Il va être plus agressif envers le 4 et le 5, pas envers le 1 et le 2. Okay? Donc, vous ne pouvez pas dire que la testostérone va rendre plus agressif l'individu numéro 3 en général. Il va le rendre plus agressif d'une manière très spécifique envers certains individus spécifiques, ça veut dire le 4 et le 5, pas le 1 et le 2. Okay? Donc, ce n'est pas juste une question de testostérone, il y a aussi tout le contexte social qui rentre là-dedans. Qui est-ce que j'ai l'habitude d'agresser? Qui a l'habitude de m'agresser? Moi, et ainsi de suite. OK? Et même, on peut faire ça en absence de castration. Imagine qu'on n'a pas castré 3, mais qu'on fait juste lui donner beaucoup de testostérone pendant une longue période de temps. Okay? Et qu'on observe plus d'agressivité. Encore là, ce qu'on va observer, c'est que typiquement, il est agressif envers des gens qui sont plus bas, des individus qui sont plus bas que lui dans l'échelle sociale de son groupe, et pas les individus qui sont plus hauts. Donc, c'est pas juste une question que plus de testostérone va faire que l'individu va être plus agressif de manière non discriminante, il va agresser tout le monde. Non. Il va être capable de discriminer quand même le 1 et le 2 du 4 et le 5 et de dire « eux autres, je touche pas, eux, je touche. » OK? Donc, c'est pas comme si la testostérone est la cause des comportements agressifs nécessairement. Et ce qu'on pense, c'est qu'elle a plutôt tendance à amplifier des comportements qui étaient déjà appris par expérience sociale. Donc, d'où l'idée qu'elle va agresser encore plus 4 et 5, plus fort, mais elle ne va jamais agresser 1 et 2. OK? Donc, je répète ça, ce que la testostérone semble faire, c'est pas vous rendre plus agressif de manière générale. Ce qu'elle a tendance, c'est elle a tendance à amplifier des comportements agressifs que vous aviez, que vous avez déjà bien établis ou appris par le fait de vivre dans un monde social avec des expériences sociales. Et donc, il est possible
que si j'augmente votre testostérone et que vous êtes une personne très peu agressive en général, ça ne va pas causer tant de problèmes que ça pour vous. Mais que si vous êtes une personne qui avait des ennemis, qui est très agressive envers vos ennemis, puis là, je vous donne la testostérone, ça va amplifier vos comportements agressifs. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que juste plus de testostérone égale plus d'agressivité. Pas nécessairement. Ce que ça a tendance, c'est à amplifier ce qui est déjà là. S'il y a quelque chose là. Évidemment, il y a un lien quand même, là, donc, dans ce que je viens de dire, il y a quand même un lien entre l'hormone et entre la testostérone et l'agressivité. C'est juste que ce n'est pas le lien exactement qu'on pensait. T'sais. Mais il y a quand même un lien. Et ce lien-là, il est bien démontré, par exemple, dans des études qui démontrent que plus on augmente le taux de testostérone, plus il y a de chances que l'individu commette des actes agressifs. Je ne veux pas dire augmenter, je veux dire, si on prend par exemple 100 personnes puis on mesure leur taux de testostérone, vous allez retrouver qu'il y a des gens qui sont plus que la moyenne puis des gens qui sont moins que la moyenne. OK? Donc, si ici on a testostérone puis on a change in testostérone puis on a 0, 0 c'est la moyenne. Ici, on a des gens qui ont moins de testostérone que la moyenne. Okay? Puis ici, on a des gens, du côté droit du 0, on a des gens qui ont plus de testostérone que la moyenne. Les deux sont problématiques en passant. Hein. Peu de testostérone, c'est mauvais pour la santé. Trop de testostérone, c'est mauvais aussi pour la santé. Mais ce que vous voulez, c'est être en plein au milieu. Et si on prend des gens comme ça, puis on mesure où ils se situent par rapport à la moyenne, plus ou moins, et on prend des mesures de leur niveau d'agression, et encore là, 0, ça serait le niveau moyen d'agression. Et plus vous montez ici, plus vous êtes agressif, plus vous descendez ici, moins vous êtes agressif. Okay? Ce qu'on retrouve, c'est une corrélation assez forte, en fait, dans certaines études de 0,71 entre où vous vous situez en termes de comment vous produisez de testostérone par rapport à la moyenne, plus ou moins, et l'agressivité. OK? Donc, plus on augmente plus le taux de testostérone augmente chez quelqu'un, plus il y a de chances que l'individu commette des actes agressifs, surtout chez des individus avec des tendances agressives, okay, comme on a déjà vu. Mais, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces données-là pourraient dire, mais monsieur, ça, dans le fond, ça démontre que plus d'agressivité, plus de testostérone égale plus d'agressivité. Du moins chez les gens qui ont déjà des tendances agressives. Oui. Sauf que le problème, c'est que c'est pas juste dans cette direction-là. Le problème, c'est que le fait de commettre un acte agressif, ça cause une augmentation dans la testostérone aussi. Donc, c'est pas juste plus de testostérone égale plus d'agressivité, c'est aussi agressivité égale augmentation cause une augmentation de la testostérone. Donc, c'est un système complexe là, avec du feedback puis du feed-forward. Là. C'est un système très, très complexe où est-ce que les deux choses s'influencent l'une l'autre. Donc, on ne peut pas dire testostérone égale agressivité parce que, dans le sens où testostérone cause agressivité, parce qu'agressivité peut aussi causer testostérone. OK? Et il y a d'autres études aussi qui suggèrent que les différences de testostérone entre les gens ne sont pas toujours corrélées avec les différences au niveau des comportements agressifs. Dans certains cas, oui, comme ce que je montrais celle-ci, mais ce n'est pas toutes qui montrent ça. Et encore une fois, c'est ce fameux aspect social. C'est qu'il y a plein de différentes façons d'être agressive. Certaines même de manière très constructive. Okay? Quelqu'un peut canaliser son agressivité dans un projet et être très constructif et très socialement désirable même. Il y a des formes d'agressivité. On peut transformer l'agressivité de façon socialement désirable. Et donc, vous pouvez avoir des gens avec beaucoup de testostérone, mais qui ne sont pas violents. Ils sont agressifs d'une manière plus socialement acceptable. Ils peuvent aller se défouler, ils peuvent écouter de la musique forte, ils peuvent... Tu sais, il y a plein de façons de gérer l'agressivité. C'est pas juste en frappant les autres. Il y a des façons très intelligentes d'être agressif. C'est pour ça que je disais, on n'est pas contre l'agressivité, on est contre la mauvaise forme d'agressivité mal utilisée au mauvais moment sur les mauvais gens. Okay, mais l'agressivité est extrêmement importante dans la vie.
Ça peut être une grande source de motivation puis pour toutes sortes de projets intéressants qui vont bénéficier les gens eux-mêmes, mais aussi la société au complet. Là, donc, c'est pas vrai que nécessairement les gens qui ont plus de testostérone ont plus d'agressivité tout le temps. Même si certaines données, même si des fois, quand on mesure les choses, ça apparaît, ça dépend comment on mesure les choses, comment spécifiquement qu'on mesure l'agressivité, par exemple. Okay. Là, on parlait de testostérone, mais évidemment, tout ça, c'était des études chez les mâles, mais les femelles produisent aussi de la testostérone, comme je vous ai dit. Et les données en lien à l'agressivité sont similaires à celles des mâles quand on regarde la testostérone. Okay? Sont similaires dans le sens où, oui, il y a un pattern que la testostérone, plus les femmes en ont, oui, plus elles sont agressives, mais uniquement chez celles qui ont déjà des tendances à être agressives, et aussi l'agressivité cause aussi une augmentation de la testostérone, et il y a beaucoup d'études qui démontrent que la testostérone n'est pas nécessairement associée à plus d'agressivité si on mesure l'agressivité d'autres manières, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus complexe. Mais chez les femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres hormones que la testostérone qui sont beaucoup plus présentes. Qui sont l'estrogène et la progestérone. OK? À ma connaissance, les hommes produisent aussi de l'estrogène. Progestérone, je ne sais pas, probablement que oui, mais en beaucoup plus faible quantité. Okay? Les femelles produisent beaucoup plus d'estrogène et de progestérone que de testostérone. Okay? Chez les femelles, le ratio entre ces deux-là, entre combien d'estrogène versus combien de progestérone, semble vraiment important pour l'agressivité. On connaît très peu de choses à propos de ça, mais on a une idée que ce ratio-là, de l'un par rapport à l'autre, il y a quelque chose là qui est important pour l'agressivité. Et combien d'un par rapport à combien d'autres? Est-ce que c'est équilibré ou non? Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des études qui suggèrent que ce ratio-là, il change, il se déséquilibre pendant des périodes intéressantes chez les femmes, comme par exemple pendant la période périmenstruelle. Okay? Pendant la période périmenstruelle, donc alentour suite aux règles, les études démontrent qu'il y a une augmentation des comportements violents, des comportements criminels chez les femmes pendant cette période-là. Okay? C'est une étude relativement facile à faire. Vous prenez des femmes qui sont condamnées pour des crimes et vous obtenez des données par rapport à leur cycle. Et là, vous pouvez simplement faire une corrélation. Et si vous faites ça, certaines études suggèrent, je ne connais pas exactement l'état de la littérature à ce point-ci, mais certaines études suggèrent que ces crimes-là sont associés à une période où il y a un changement dans le ratio entre l'estrogène et la progestérone. OK? Et d'autres études suggèrent aussi que ce ratio-là changerait aussi après la naissance. Dans la période, comment on appelle ça, péripartale? En tout cas, après la naissance, il y aurait des changements au niveau de l'estrogène et de la progestérone. Et il y aurait plus de tendances agressives. Et non, on pourrait faire un genre de lien avec certains troubles de l'humeur qui viennent parfois diagnostiqués sous forme de dépression postpartum là, après l'accouchement. Okay? C'est peut-être pas toute l'histoire du postpartum, mais peut-être qu'une histoire du postpartum, c'est ça, en partie. Un débalancement au niveau des hormones estrogène et progestérone qui cause, dans certains cas, plus d'agressivité. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ça? Ben, il n'est pas impossible que la nature ait un peu sélectionné certaines espèces comme les êtres humains pour faire ça. Parce que, veut pas, il est important pour une maman qui allaite son ou sa petite d'être capable, dans la nature évidemment, dans la société c'est un peu différent, on est un peu plus en sécurité, mais même là, pas tant que ça dépend de dans quel pays on habite. Il y a des pays qui sont beaucoup plus, où la situation est beaucoup plus précaire que d'autres. On est chanceux ici au Canada, évidemment. Mais il serait important pour une maman qui allaite son petit ou sa petite d'être capable, si la situation se présente, de réagir avec agressivité pour protéger son rejeton ou sa rejeton. Là.
Et donc, ceci expliquerait pourquoi dans certaines études, on trouve un ratio entre l'estrogène et la progestérone qui est plus indicatif de l'agressivité chez les femmes après la naissance. Okay. Donc, on a touché à l'agressivité en point de vue neuroanatomique, au point de vue neurochimique en parlant des neurotransmetteurs, au point de vue hormonal en parlant de la testostérone et de la progestérone et de l'estrogène. Et on peut parler, on peut descendre plus bas dans cette logique-là et parler par exemple de la génétique. On peut se demander s'il y a une contribution génétique à l'agressivité. Bien, premièrement, il y a une contribution génétique à tout. Okay? Parce que ce que nous sommes, ce sont des paquets de gènes qui marchons dans un monde physique. Et donc, d'une certaine manière, si vous demandez s'il y a une contribution génétique à n'importe quoi, il y a une contribution génétique à n'importe quoi. Okay? Oui, les gènes contribuent à tout. Tout ce qui est psychologique, tout ce qui est culturel, tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de l'agressivité. Ou un gène du courage, ou un gène de ci, ou un gène de ça. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Okay? Donc, si vous cherchez un gène de l'agressivité ou un gène de la violence, vous n'en trouverez pas. C'est juste une question mal posée. Essayons même pas. Okay? Mais si vous cherchez certains gènes qui, entre autres, semblent contribuer au fait que certaines personnes sont plus violentes que d'autres, oui, vous allez trouver des gènes qui contribuent à ça, au fait que certaines personnes sont plus violentes que d'autres. Définitivement. Et ça, c'est la réalité pour la plupart des autres traits psychologiques aussi. En général, en psychologie, s'il y a une différence entre les gens, vous allez trouver certains gènes qui peuvent expliquer en partie cette différence-là. En partie, évidemment. Toujours en interaction avec l'environnement et ainsi de suite. Okay? Donc, on a, au niveau de la génétique, plusieurs études sur des jumeaux identiques versus fraternels, qui supportent l'idée qu'il y a une composante génétique importante à l'agressivité. Okay? Et l'idée, c'est que si vous prenez des jumeaux identiques, donc qui ont 100% de leur génétique en commun, virtuellement, là, apparemment, j'ai lu dernièrement, je crois que c'est jamais absolument 100%, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais virtuellement 100% de leur génétique en commun, versus des jumeaux fraternels qui ont juste 50% de leur génétique en commun. Ce qu'on retrouve, c'est que ceux qui ont 100% de leur génétique en commun, ils ont beaucoup plus de... pour ceux qui sont agressifs, parce que c'est pas tout le monde, mais ils ont beaucoup plus d'associations au niveau de l'agressivité. Si un des jumeaux est agressif, l'autre l'est aussi. Alors que chez des jumeaux fraternels, on retrouve moins ça. Cette association-là est moins forte. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à propos d'avoir 100% des gènes en commun qui fait en sorte que les deux ont plus tendance à être agressifs. Et donc, il y a quelque chose à propos de la génétique qui influence ou contribue à cette agressivité-là. On a certains candidats de gènes qui sembleraient impliqués dans l'agressivité. Un des gènes qui est très populaire dans les études, c'est le gène MAOA, qui est un gène qui est... en passant, qu'est-ce que ça fait un gène? Un gène, ça ne rend pas agressif. Un gène, ça ne rend pas intelligent. Un gène, ça ne rend pas... X, Y, Z. Là. Un gène, ce que ça fait, c'est que ça code pour la production de protéines. Okay? Ça permet de produire des protéines. Oui, d'une certaine manière, des protéines. Et aussi, certains gènes font rien, en fait. Et énormément de gènes mettent d'autres gènes à on ou à off. OK? Puis là, un généticien dirait... Ce que tu viens de dire est une simplification horrible, mais ça va faire assez pour les besoins de la cause ici. Okay? Donc, notre fameux gène ici, le MAOA, lui est responsable, entre autres, de créer une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase, qui est une enzyme qui est extrêmement importante au niveau des neurotransmetteurs. Elle a tendance à casser certains neurotransmetteurs pour pouvoir en reconstruire et ainsi de suite. Okay?
Et cette monoamine oxydase-là, en fait, ce gène-là de la MAOA, il vient en deux versions. Autant qu'on peut le dire, les gens ont soit une version ou l'autre, qui est la MAOA-L pour low, ou la MAOA-H pour high. MAOA-L, c'est le gène où il y a une plus faible production de monoamine oxydase. Et MAOA-H, c'est le gène qui donne une plus forte production de monoamine oxydase. OK? Et ce qu'on se rend compte qui est vraiment intéressant, c'est que il y a des données qui suggèrent que les gens qui ont la version faible de ce gène-là, la MAOA-L, la version qui produit moins de monoamine oxydase, okay, ont tendance plus à l'agressivité que ceux qui ont la version forte, la MAOA-H. OK? Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on a, c'est une interaction entre cette génétique-là, entre quel gène vous avez, la version low ou la version high, la version faible ou la version forte. Une interaction entre ça, là, quel gène vous avez, quelle version du gène vous avez, et votre expérience de vie. C'est tout le temps ça en passant. Ça va tout le temps être ça. Les gènes interagissent avec l'environnement. Ça va tout le temps être comme ça. Cherchez jamais un gène pour X. Ça va tout le temps être un gène qui contribue à X dans un certain environnement. OK? Et donc, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une tendance pour les gens avec le MAOA-L d'être plus agressifs que les gens avec le MAOA-H, mais c'est spécifiquement, on retrouve ça dans le contexte d'une interaction avec les expériences de vie. OK? Et il y a plein d'études là-dessus, mais ça, c'est un tableau classique de l'étude de Caspi et ses collaborateurs en 2002, une étude classique qui regardait ça, où je crois qu'ils ont fait une analyse génétique d'un paquet j'allais dire de criminels, oui, de gens dans le système carcéral. OK? Et ce qu'ils cherchaient, c'est les comportements antisociaux. Okay? Et l'idée, c'est que les comportements antisociaux, c'est leur façon de mesurer l'agressivité. Plus tu as des comportements antisociaux, plus tu es agressif, moins tu en as, moins tu es agressif. Okay? Et ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment est-ce que ces comportements antisociaux-là, centrés à la moyenne, ici, là, 0 est égal à la moyenne, puis plus tu montes ici, plus tu as des comportements agressifs, plus tu descends, moins tu as des comportements agressifs. Et ce qu'ils ont fait, c'est où se placent les gens là-dessus si on mesure ou on prend une mesure de quelle version du gène MAOA ils ont, la version L ou la version H. Okay? Mais en plus, si on prend une mesure de leur expérience de vie, comme par exemple, est-ce qu'ils ont été maltraités pendant leur enfance? Okay? Maintenant, regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé, dans le fond, que chez les gens qui ont la version MAOA-H, version élevée, okay? Celle qui est typiquement moins associée à l'agressivité, ils ont remarqué, c'est que OK. Chez ceux qui avaient chez les gens qui ont ont pas du tout été maltraités pendant leur enfance, OK? On a une différence ici qui est non significative. Okay? Ça veut dire qu'elle pourrait juste être due au hasard. Là. Il y a une petite différence, mais elle n'est pas vraiment significative entre les gens qui ont le low MAOA et les gens qui ont le high MAOA. Okay? Les high étaient un petit peu plus agressifs, mais ils étaient quand même tous plus bas que la moyenne, donc ça ne change rien. Donc, pas significatif ici. Chez les gens qui ont probablement souffert de maltraitance quand ils étaient enfants, une autre petite différence ici, dans le sens où la version faible MAOA, celle qui est typiquement associée à plus d'agressivité, ici on retrouve une petite différence, mais encore là, quand même au niveau relativement faible de l'agressivité, juste un petit peu plus haut que la moyenne, et probablement pas statistiquement significatif ici. La vraie condition intéressante, c'est chez les gens qui ont eu de la maltraitance sévère lorsqu'ils étaient enfants. Okay? Qu'est-ce qu'on retrouve? Okay. Ce qu'on retrouve, c'est une interaction, dans le sens où ceux qui ont été très maltraités pendant qu'ils étaient enfants, comparativement à ceux qui ont été
pas du tout maltraités, qui ont été bien traités. Okay? Ceux qui avaient la version high, ce qu'on pourrait dire la version non agressive, mais ça serait mal dit, là, de ce gène-là, là, le fait d'avoir été maltraité a causé quand même une augmentation, est associé à une augmentation dans les comportements antisociaux. OK? Oui. Donc, même si vous avez le bon gène, entre guillemets, le fait d'avoir été maltraité fait que vous avez plus de chances d'être agressif plus tard. Okay? Certainement. Okay? On compare les grilles. Là. Mais regardez ce qui arrive quand on compare la même chose, le fait de ne pas avoir été maltraité avec le fait d'avoir été maltraité, mais que vous avez la version low MAOA. La version low, regardez la différence. La pente est beaucoup plus abrupte. Okay? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une interaction ici. OK? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une interaction. C'est que le fait d'avoir la version low MAOA, okay, elle est problématique uniquement si vous avez été victime, dans cette étude-là du moins, victime sévère de maltraitance lorsque vous étiez enfant. Si vous n'avez pas été victime, ça ne va rien changer. Si vous avez peut-être été victime, ben, ça, il faudrait voir comment ils mesuraient ça, là, mais ça ne change pas grand-chose. Mais si vous avez définitivement été victime de maltraitance, ça fait une énorme différence. Donc ici, on voit un gène qui ne cause pas, ben, une version d'un gène, ok? On appelle ça une allèle d'un gène, ok? C'est l'allèle MAOA-L, celle qui cause une faible production de monoamine oxydase. Qu'on pourrait dire, ah, ça c'est le gène de l'agressivité. Non, c'est pas le gène de l'agressivité. C'est une version d'un gène qui, lorsqu'elle interagit avec une maltraitance sévère chez l'enfant, cause beaucoup plus d'agressivité que si tu as l'autre version. OK? Donc, la version MAOA-L, ça dit ici, semble interagir avec certaines expériences de vie négatives et contribuer à des comportements plus agressifs. Okay. Et même plus tard et plus récemment, Tilhonen et ses collaborateurs ont démontré que c'est pas juste ce gène-là de la MAOA-L, mais il semble se combiner avec un autre gène, CDH13, qui est et cette combinaison-là, si vous avez la MAOA-L et le CDH13, c'est associé à des comportements d'une violence extrême. Pardon, c'est celle-là qui a été faite chez des individus du système carcéral. C'est l'expérience de Tilhonen, pas celle où on voit le graphique de Caspi et Hall. Celle-là de Caspi et Hall a probablement utilisé des individus carcérales, mais pas juste des individus du milieu carcéral. Mais celle de Tilhonen en 2015, où il s'intéresse vraiment à qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des comportements d'une violence extrême. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'était cette combinaison de ce gène MAOA-L avec un autre CDH13. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une composante génétique à l'agressivité, définitivement, mais il n'y a pas de gène de l'agressivité. Et cette composante génétique-là, elle est toujours en interaction avec des expériences de vie. Okay? Et en passant, ce gène MAOA, là, il est responsable probablement pour un paquet d'autres choses qui ont nullement rapport à l'agressivité. Là. Plein de trucs qui ont rapport à votre santé, à maintenir la structure du cerveau, maintenir la présence de neurotransmetteurs. Donc, c'est pas un gène qui est juste impliqué dans l'agressivité. Okay? C'est pas aussi simple que ça. Je vous laisse là-dessus. Ciao!